Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Bocard et le LSA, épisode 1. Dans cette nouvelle série, Bocard va nous parler de LSA, une substance dont on n'a pas encore beaucoup parlé dans le podcast pour le moment. Le LSA, c'est une molécule psychédélique qu'on retrouve dans les graines de différentes plantes et qui est rarement consommée aujourd'hui, je pense. Dans les années 2000, c'était un peu plus fréquent parce qu'il y avait moins de psychédéliques disponibles en ligne par rapport à aujourd'hui. Mais ça n'a jamais été une molécule à succès parce que manger les graines de LSA provoque la plupart du temps des nausées assez intenses et désagréables. Pourtant, certains psychonautes trouvent malgré tout l'expérience intéressante et c'est le cas de Bocard. Bocard a une trentaine d'années, il est né dans un pays d'Afrique de l'Ouest qu'il ne citera pas pour assurer son anonymat. Sa jeunesse a été marquée par une consommation intensive d'alcool et de cannabis, mais aussi par une grande difficulté à obtenir de bons résultats à l'école, malgré des capacités intellectuelles reconnues. Il nous raconte son histoire en 3 épisodes. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Je suis né dans un pays d'Afrique de l'Ouest. J'ai grandi là-bas. Mes parents, ils se sont rencontrés en France pendant leurs études. Ils se sont rencontrés dans des milieux étudiants où ils étaient très impliqués politiquement. Ils faisaient beaucoup de social. Ils intervenaient beaucoup dans les foyers de travailleurs africains. Et donc ils se sont rencontrés là-bas. Et il y avait aussi beaucoup d'engagement politique où je sais qu'il y a des anecdotes où je vais pas rentrer, mais je sais qu'ils se sont beaucoup frités avec la police. Ils ont eu quelques actions aussi un peu radicales en termes politiques. Et donc ils se sont rencontrés là-bas et ils sont rentrés juste après leurs études. Et du coup mon père il a trouvé un boulot dans une petite ville, une toute petite ville à l'opposé de la capitale de mon pays d'origine. Donc moi j'ai grandi là-bas. Mes deux parents viennent de milieux complètement différents, on va dire que c'est beaucoup plus aisé du côté de mon père que du côté de ma mère. Donc j'avais ces deux côtés-là. Donc, la fratrie de mon père, il partait de plus haut socialement. Et du coup, je passais des vacances lorsqu'on venait dans la capitale. Une partie des vacances du côté de ma mère, une partie des vacances du côté de mon père. Et j'ai grandi donc dans cette petite ville. On était plutôt dans cette petite ville. On était plutôt bien quoi. J'étais dans la classe un peu haute. Après c'est différent de la France. Hein. C'est pas non plus la bourgeoisie comme on peut l'imaginer ici, mais voilà, j'étais dans les enfants qu'on venait déposer à l'école, qui avaient un goûter, qui avaient tout ce qu'il fallait comme fourniture scolaire, qui avaient même un peu plus. J'avais tous les livres que je voulais, j'avais une console un peu plus tard, etc. Donc oui, j'étais plutôt bien de ce côté-là. J'étais dans cette ville jusqu'à mes 12 ans. Et donc j'aimais bien aller dans la capitale, il y avait la mer, etc. en vacances. Mais le jour où on a déménagé, donc quand j'avais 12 ans, j'étais triste parce que vraiment j'avais une enfance très cool. Il y avait beaucoup de liberté. J'avais beaucoup d'amis. Bon après, j'y pensais en pensant à ce que j'allais raconter sur le podcast. Est-ce que c'était, on va dire que je me suis un peu fait racketter, mais très gentiment. C'était pas du tout traumatisant et c'était en fait en gros j'avais et je donnais ce que j'avais assez facilement sans que ce soit nécessairement sans que je le perçoive négativement, sauf quand on me disait ah mais t'es trop con en fait, on t'a eu encore une fois. Mais sinon à part ce petit truc, donc à l'école ça se passait plutôt bien jusque-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui sera intéressant peut-être pour la suite, c'est que donc mes parents ils nous prenaient des répétiteurs à la fratrie sur les matières qu'ils jugeaient importantes. Il y avait un professeur qui venait à la maison et donc j'avais des bons résultats à l'école. J'avais eu un prix régional de mathématiques, donc on verra par la suite que ça n'a pas toujours été comme ça ensuite. Et
Et ouais, je manquais de rien, on s'amusait, on était libre. C'était une belle enfance. Après l'adolescence, c'était un peu plus compliqué. Donc à la capitale, il y avait quelques écoles qui faisaient les deux programmes, le programme français et le programme de mon pays d'origine. Je me rappelle que l'école que je voulais faire, mon père au début, il m'a dit ah, j'aime pas trop, il y a trop de gosses de riches là-bas, il y a des trucs bizarres, tu vas commencer à filer du mauvais. Je lui dis mais pas du tout. Et du coup, mes parents, en fait, ils nous laissaient plutôt, on va le voir aussi par la suite, ils nous laissaient faire nos choix et tout. Même à cet âge-là, donc je suis allé dans cette école. Donc changement complet d'environnement, de milieu. Donc là, forcément, déjà, j'étais plus dans la moyenne, on va dire au niveau socio-économique. Et au niveau de l'école, enfin au niveau des notes, ça se passait un peu moins bien parce que on n'avait plus de répétiteurs, on n'avait plus de profs à la maison. Ce qui peut être intéressant aussi de dire, c'est que je suis né en décembre. Et mes parents m'ont fait sauter une classe. Et du coup, dans la petite ville où j'ai grandi, il y avait les gens étaient plutôt en retard scolaire. Donc en fait, pendant toute ma scolarité, même après, j'étais tout le temps de loin le plus jeune de ma classe. Ce qui va peut-être jouer. Et donc quand je suis arrivé donc dans l'école, dans mon collège, les notes ont progressivement commencé à chuter. Et en seconde, j'ai redoublé. En seconde, je sais pas si ça s'est fait avant ma première fois avec la weed, donc le cannabis, ou si ça s'est fait après. Mais je me souviens que j'ai fait un exposé, on devait choisir les sujets, et j'avais fait un exposé sur les drogues. Donc mon pays d'origine, c'est un pays à 98, à très grande majorité musulmane, 95% je crois. Et donc les gens ont une éducation religieuse en général, mais pas nous. Donc mes parents, nous on était plus donc une éducation scientifique, on avait toute la panoplie Astrapi, Okapi, tout ça dans l'ordre sciences et vie, etc. Et donc les seules fois où je me suis intéressé à la pratique de la religion, c'est quand je me trouvais trop en décalage avec les amis, je savais pas faire mes ablutions, ce genre de trucs. Donc j'allais voir mes parents, oui mais il faudrait que j'apprenne, donc on nous prenait un prof. Ça durait 2 semaines, ça me saoulait, j'arrêtais. En fait, dans mon pays d'origine, on va dire la sensibilisation, je sais pas comment on peut l'appeler, par rapport aux drogues, notamment à l'alcool, elle se fait beaucoup sous le prisme de la religion. Donc c'est pas bien au niveau de la religion et beaucoup et très 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 peu au niveau de la santé, quoi, de la santé publique, etc. Plus du jugement, et ce truc je ne l'avais pas. Donc lorsque j'ai fait mon exposé où j'ai parlé je pense que j'avais déjà commencé à fumer en fait, et j'ai parlé du cannabis et des autres drogues, et je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait pas que le cannabis qui avait l'air intéressant dans les dans les trucs. Et déjà là, à cet âge-là, donc en seconde, j'étais en avance, je crois que j'avais 13 ans. Et déjà, je me voyais déjà tester des trucs que j'avais vus donc le fameux classement que j'avais déjà à l'époque, où on montre les dommages physiques et la dépendance. Et il classait dans ce tableau les différentes drogues. Donc déjà, le cannabis était plutôt haut par rapport aux autres trucs que j'avais vus, donc LSD, champignons, poppers. Je me rappelle à l'époque, il y avait le protoxyde d'azote aussi que j'avais vu. Je m'étais dit mais ça doit être trop trop bien ce truc. Et donc je m'étais déjà fait une petite shortlist comme ça de trucs que j'allais peut-être essayer un jour. Et sur la bœuf, comment ça a commencé? Je crois que c'était de vouloir faire comme des gens que je trouvais cool. Et très 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 vite, j'ai commencé à beaucoup fumer. Donc à fumer plusieurs fois par jour. J'avais des sous pour manger à midi. Et donc j'allais avec les grands de la classe qui avaient quoi, peut-être 4 ans de plus que moi. Peut-être même, ouais, minimum 4 ans. Et du coup, entre midi et 2,
Je prenais le truc le moins cher à manger et tout le reste, je le mettais dans le pot pour aller acheter de la weed et aller fumer entre midi et deux. Et j'étais bien. Donc déjà, j'ai entendu ça beaucoup dans le podcast, le sentiment d'appartenance un peu. Et aussi, j'aimais bien l'effet que ça me faisait. Donc dès que j'ai appris à rouler, je roulais, je fumais donc à l'école. Je fumais avant les devoirs, j'aimais bien aller en cours en ayant fumé et je rentrais chez moi, je courais, j'allais rejoindre les potes du quartier, on refumait. Chez moi, je faisais un truc, quand j'y repense, je m'enfermais dans mon armoire pour fumer, pour faire des aquariums, pour avoir plus d'effet, parce que la vie dans mon pays est moins forte aussi qu'ici. Et voilà, c'était un peu ça pendant longtemps, sauf que je suis très négligent, on va dire. Enfin, je suis pas très doué pour cacher. Je me suis fait choper, quoi. Voilà, je me suis fait choper plusieurs fois. La première fois, mon père, il en a parlé à tous les amis de la famille. Et donc, j'ai eu une succession d'oncles, d'amis de mes parents, etc., qui sont venus me parler à la maison. Dans mon pays, on a, on va dire, c'est l'équivalent du tuteur, l'équivalent du parrain, plutôt. Et donc, lui, il était très cool, c'était mon pote, et c'était le meilleur ami de mon père. Et il est passé, il m'a dit, bon, écoute, c'est tes parents, ils stressent, ils en font tout un drame, mais on a plein d'amis qui fumaient quand on était adolescent ou ou plus tard. La plupart, ils fument plus aujourd'hui, ils ont des vies très bien, donc c'est pas si dramatique. En plus, à l'époque où manque de peau, quand je me suis fait arrêter, j'étais en break, je faisais des pauses régulièrement. Et en fait, je roulais pour un ami d'école qui savait pas rouler. Et pendant que je collais mon deux feuilles, mon père est rentré dans la salle de bain. Mais genre, évidemment, quand tu dis que c'était pas pour toi, on te croit pas. Mais l'ami de mon père, mon oncle, on va dire, il me croyait, il m'a dit, bah, si tu dis que tu arrêtes, ben, il n'y a pas de problème. Par contre, donc, comme je te dis, nous, on en a eu plein qui fumaient. Mais s'il y a un truc dont tu dois te méfier, c'est l'alcool, parce que tous ceux qui buvaient quand on était jeunes, ils boivent encore. Tu me dis que tu bois pas et que tu gères ta consommation de cannabis, donc t'inquiète, moi je suis pas plus inquiet que ça. Et tes parents, ils devraient pas l'être en réalité. Donc il y a eu ça. Donc là, j'avais arrêté pendant plusieurs années, pendant peut-être 2 ans, la fin de la seconde à la terminale. Et à la terminale, j'ai recommencé. Je me suis refait choper. Et c'est là que j'ai commencé à boire. Dans mon pays d'origine, on n'a pas beaucoup d'exemples. En fait, là où je peux comparer avec la France, c'est que en France, la plupart des gens ont un exemple assez proche de quelqu'un qui abuse de l'alcool et de ce qu'il faut pas faire. Et des exemples de gens qui consomment, on va dire, relativement raisonnablement. Dans mon pays d'origine, on n'a pas trop ces exemples-là. Et donc quand on commence, c'est vraiment, on y va à fond, quoi. Comme beaucoup d'ados aussi, mais c'est quand même différent. Et donc moi, à cette époque-là, c'était vraiment je buvais que cul sec, j'aimais pas le goût de l'alcool, donc on prenait pas de l'alcool très quali. Donc je me faisais des gros verres que je buvais cul sec et toutes les soirées où je buvais, je finissais par vomir et pour moi c'était normal. Ma première fois à boire de l'alcool, je suis allé dans une supérette et du coup j'ai demandé, en plus ils connaissaient mes parents, j'ai demandé, je savais pas. Donc ce que j'avais en tête, l'alcool que j'avais en tête, de livres que je lisais, je sais pas, de bandes dessinées, c'était le gin, je sais pas, je me disais c'était un alcool de pirate, je sais pas quoi. J'ai pris un petit flash de gin. Il a pas voulu me vendre au début et puis j'ai menti, je suis réussi à passer entre les gouttes. J'ai eu mon flash, je suis rentré chez moi et j'ai bu le flash entier pour ma première fois, pur. Tellement je savais pas comment ça fonctionnait. Donc c'était dégueulasse. J'ai blackout dans ma salle de bain. Donc à l'époque, le, comment on appelle ça? Le téléphone, c'était payant, surtout vers des téléphones. J'avais appelé ma meuf à l'époque, on était resté 1 heure et demie au téléphone. Mes parents, ils ont vu la facture, ils ont pas compris. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête
donc je pouvais pas dire que j'étais bourré. Et ça, c'était ma première fois. La deuxième fois, c'était un peu pareil, mais c'était avec un pote d'école. On était tous les deux au début. On a pris aussi chacun un flash, on a bu, on savait qu'on pouvait plus marcher. C'était en sortie scolaire, c'était n'importe quoi. Et ça, c'était mes débuts, et c'était un peu comme ça avec mes potes. J'étais quand même celui qui était le moins responsable, on va dire. Parce qu'en plus, j'avais la voiture. Donc, je roulais complètement ivre, et puis je roulais vite. Donc, j'ai eu de la chance de rien avoir eu de très 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 grave. Mais bon, j'ai fait quelques petits accidents en voiture, etc. Et c'est là où tu commences à traîner qu'avec des gens qui ont les mêmes goûts, on va dire les mêmes travers. Donc à l'école, forcément, je me suis donc à l'école supérieure, je me suis rapproché de gens avec qui on aimait bien boire. Donc on allait et c'est pour ça que je disais ça un peu plus tôt quand je disais que si on n'a pas le côté religieux, on n'a pas le côté santé où on arrive à anticiper en fait où cette consommation peut mener. Donc en fait, je me rappelle que on se réveillait, on arrivait à l'école et puis vers 11 h le matin, on laissait nos sacs, on les confiait à des copains de classe et puis on allait ouvrir le bar carrément, les réveiller. Donc ceux qui travaillaient, poum poum, on tapait ah c'est qui? Ah c'est vous, ok bon ok on vous ouvre. Et puis commençait à nous servir et puis je restais avec mes potes jusqu'à 18 h quoi, à picoler, à manger des grillades etc. Et après j'allais récupérer mon sac et puis je rentrais avec ma voiture. Et c'était comme ça pendant quelques années. Toutes les fois où on m'a réveillé le matin 40 fois et que j'arrivais pas à me lever et on me disait ouais mais lui il a le sommeil très lourd alors qu'en fait j'étais juste presque en cas de coma éthylique quoi. Ce qui me fait penser que peut-être qu'il savait un peu, c'est que la fois où mon père m'avait chopé par rapport à la 8 la première fois, euh, il n'était pas scandalisé, en fait c'était pas une énorme surprise pour lui. C'était presque un ah voilà, je l'ai chopé. Et après il m'a expliqué que j'avais changé, que j'étais tout le temps dans ma chambre, que j'étais amorphe, il m'a dit apathique, etc. Que j'avais plus, j'étais juste le typique quoi de l'adolescent qui fume beaucoup de weed. Et aussi dans les causes j'ai failli oublier d'en parler. Donc quand je suis arrivé au collège, lycée, et que mes notes ont commencé à chuter, effectivement, mais je pense pas que c'est comme ça que je l'expliquais à l'époque. Mais je suis pas sûr que ce soit que ça en fait. Mais en fait, j'étais beaucoup comparé au reste de la fratrie. Et ben forcément, en fait, dans les cahiers de correspondance, dans les bulletins de notes, tous les professeurs disaient il comprend bien, il est intelligent, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais il fait pas d'efforts. Il fait pas d'efforts. C'est en gros, c'était moi qui voulais pas réussir. Effectivement, je pense que ça m'a, ouais, comme beaucoup quoi, quand on est un peu, je sais pas si on peut appeler ça critiqué ou en tout cas qu'on n'a pas l'impression d'atteindre les objectifs qu'on veut. Je sais pas, on se réfugie dans quelque chose. Donc ça a été la 8 peut-être au début. Et puis ensuite l'alcool où c'est voilà, j'oublie tout quoi. Je passe un super bon moment avec mes potes et puis retour à l'anxiété de l'école, des mauvaises notes, etc. Puis j'ai été orienté en terminale de la série scientifique, un peu en dessous on va dire. Et là au premier trimestre j'ai eu 7 de moyenne, au deuxième trimestre j'ai eu 7 de moyenne. Et là mes parents m'ont repris un tuteur, à 2 semaines du bac. À 2 semaines du bac, j'ai eu 2 tuteurs, un tuteur donc pour les principales matières scientifiques. Et j'ai eu mon bac dès que j'ai eu le tuteur, qu'on m'a refait le programme, etc. Et j'ai eu mon bac in extremis.
Et donc là, c'est la période où donc mes parents, je pense qu'ils étaient un peu inquiets que j'aille faire mes études déjà. Ils n'étaient pas trop chauds me connaissant que j'aille faire mes études tout seul. Donc j'ai eu un deal, je restais dans mon pays d'origine, et j'avais la voiture, j'avais de l'argent de poche, et puis j'essayais d'avoir de meilleures notes que mon 7 de moyenne, mes 2 7 de moyenne et le 9 en troisième trimestre, pour intégrer une bonne université. Et donc j'ai commencé donc dans mon pays mes premières années de fac, on va dire. Donc en école supérieure, j'ai triplé la première année à cause d'une matière, hein, mais ça revient au même. Et ensuite, donc pendant ce temps-là, je faisais un peu de musique dans mon coin. Je fais de la musique assistée par ordinateur, donc je faisais des beats quoi. Et j'avais plein de potes rappeurs, donc je produisais entre guillemets quelques copains. Et je me suis dit que c'est ce que je voulais faire. Et du coup, j'en ai parlé à mes parents. Donc je résume, hein, et ils ont accepté que après mon bac plus 2, on va dire en informatique, que j'ai fini par avoir, que j'aille en France pour faire des études dans l'audiovisuel. Bokar a passé une grande partie de ses études d'informatique au bar, à boire de l'alcool et à manger des grillades. Malgré cela, ses parents acceptent de lui financer des études dans l'audiovisuel qui vont beaucoup plus l'intéresser, mais au cours desquelles il va découvrir bien d'autres choses que l'art du mixage. Avant de vous laisser, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast financièrement. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur la page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, Bokar nous racontera ses études en France et ses nouvelles expériences de drogue. D'ici là, portez-vous bien.